Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Bonjour à tous les auditeurs du 92.1, je suis Isabelle Pierce, votre chroniqueuse en parentalité et je reçois dans chaque émission les professionnels de notre territoire qui œuvrent pour aider les parents et les enfants dans leur quotidien. Dans le studio de Radio Grand Lac, je reçois aujourd'hui deux professionnels dont le métier n'est pas encore très connu et qui pourtant peut vraiment aider les enfants dans leur scolarité. Ces deux professionnels sont Caroline Bezem. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Et Nathalie Demia. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle. Et elles vont donc dans un instant nous faire découvrir leur métier. Mais avant d'entamer cette émission, je voulais faire une annonce un peu spéciale pour tous les parents et les auditeurs gourmands. Ce week-end se tiendra à Aix-les-Bains le Salon du chocolat et des gourmandises. Donc le 9 et 10 octobre au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains au Salon Lamartine. Un événement donc à vivre en famille. 30 exposants vous attendront, des artisans chocolatiers, des producteurs passionnés de gourmandises, mais aussi des viticulteurs de champagne, de vin d'Alsace, et puis la brasserie Caco d'Entrelacs qui vous accueillera au bar du salon. Donc voilà, on prévoit ce week-end un petit ou un long détour au Salon du chocolat. Mais en attendant, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve après avec mes deux invités, Nathalie Demia et Caroline Bezem, pour parler graphologie. Alors, à tout de suite. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Vous nous écoutez sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et oui, vous êtes bien dans Parenthèse parentale. Nous allons aujourd'hui parler d'une profession assez peu connue, souvent confondue avec une autre. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait la bourde en disant que je recevais aujourd'hui deux graphologues, alors que non, nous allons parler graphothérapie. Donc je reçois aujourd'hui Caroline Bezem qui a créé Carographo et Nathalie Demia qui a créé elle Écriture Émotion. Alors mesdames, qui peut nous expliquer ce qu'est la graphothérapie ? Qui se lance ? La graphothérapie. C'est Caroline qui se lance. La graphothérapie est appelée avant tout rééducation de l'écriture. Rééducation de l'écriture. Alors c'est une méthode dont le but est d'aider une personne à améliorer son écriture dans le cas où celle-ci est trop illisible, trop fatigante, altérée ou pour elle. Donc ça s'adresse aussi bien aux enfants, aux ados qu'aux adultes. D'accord, donc c'est une rééducation de l'écriture, quand l'écriture est illisible ou qu'elle est même peut-être elle peut entraîner des douleurs aussi. Voilà, douloureuse. Ok, d'accord. Nathalie, tu souhaites préciser quelque chose sur cette spécialité, ce métier ? Le but pour nous, ça va être d'aider l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte qu'on reçoit à gagner en maîtrise de son instrument, le crayon, et puis l'aider à gérer aussi son énergie, son émotion autour de cette écriture qui souvent va poser des problèmes également au niveau de son estime de lui. Quand c'est défaillant, c'est souvent un peu compliqué à vivre, particulièrement pour les enfants au moment de l'apprentissage.
D'accord, ok. Donc ça peut être un vrai problème au cours de la scolarité. Tout à fait, oui. Et d'où l'intérêt donc de s'en occuper le plus tôt possible. Très bien. Donc je disais en introduction qu'elle est souvent confondue avec une autre, et je l'ai moi-même confondue. Donc je voulais parler en effet du métier de graphologue. Quelle est la différence entre les deux, entre graphothérapeute et graphologue ? Alors le graphologue, c'est quelqu'un qui va plutôt créer un profil psychologique, un profil de personnalité à partir de l'écriture. C'est des gens qui vont travailler ensuite soit pour du recrutement, c'est-à-dire qu'ils vont aller définir le profil des candidats pour une entreprise, pour des recruteurs. On va aussi les retrouver dans des bilans de compétences, des gens qui travaillent autour où on a besoin d'avoir un profil pour définir une orientation professionnelle, une orientation scolaire, aider en tout cas à ça. Et puis on les retrouve aussi attachés aux tribunaux quand il y a besoin de faire détecter des faux en écriture ou authentifier des documents. D'accord. Okay. Et donc c'est pas du tout notre métier. En fait, nous on va vraiment aller vers ce qu'a dit tout à l'heure Caroline. C'est vraiment la rééducation. Le but du jeu, c'est aider la personne qui vient nous voir à retrouver de l'aisance dans son écriture. Et donc nous on travaille l'outil en fait. D'accord. Ok. De l'aisance et du plaisir dans l'écriture. C'est très important aussi. D'accord, ok. Donc le graphologue est dans l'analyse de l'écriture pour définir une personnalité, et vous êtes en effet dans la rééducation de l'écriture. Merci pour cette précision. Nathalie, pourquoi est-ce que cette profession est en train de voir le jour ? Parce que c'est tout nouveau, enfin très peu de personnes connaissent ce métier. Pourquoi elle est en train de gagner du terrain, à ton avis ? Alors déjà, ce n'est pas nouveau du tout. Ah, oups. C'est une thérapie qui date des années 60. D'accord. À cette époque, on a défini une norme en fait de ce qui était l'écriture normale, comment elle devait se développer pendant l'enfance. Et donc du coup, ce qui est hors norme, évidemment, donc la dysgraphie. Donc c'est dans les années 60 que ça a été fait. Et pourquoi aujourd'hui un développement ? Il y a plusieurs facteurs à mon avis. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on considère plus un enfant qui a des difficultés à l'école comme un cancre. Ouais. Et c'est quand même une bonne chose. On va essayer de l'aider. Donc on va essayer d'avoir soit à l'école quand c'est possible, et puis quand ça suffit plus, on va orienter vers des professionnels à l'extérieur qui vont pouvoir faire des bilans autour de cet enfant pour définir ses difficultés. Et nous, on fait partie de ces professionnels-là. Il y a un autre élément important, je pense, c'est l'école primaire n'a plus les mêmes priorités qu'avant. La belle écriture, la belle calligraphie ne fait plus partie des priorités aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, et du coup, forcément, ça entraîne des difficultés qui passent plus inaperçues peut-être, ou comme on travaille moins sur cet élément, c'est plus difficile. On a plus d'enfants qui sont en difficulté avec l'écriture. Les professeurs ne sont pas formés à enseigner l'écriture. Tout à fait, oui. Et pareil, au niveau des modèles calligraphiques, ils sont libres de choisir. Malheureusement, ils ne se valent pas tous. Et on arrive à recevoir des enfants qui ont des difficultés simplement liées au modèle calligraphique qui a été utilisé au départ. Ok, alors il faudra nous expliquer ça, le modèle calligraphique. Alors le modèle calligraphique, c'est la bande qu'on voit à l'école avec les lettres, comment elles sont dessinées. Ok, d'accord. Et on peut avoir des lettres qui sont plus ou moins compliquées à dessiner. Ouais, et puis, du coup, un enfant qui a des difficultés, si la lettre elle est difficile à dessiner, c'est plus dur que si on a quelque chose de plus simple. Ouais. Donc on a des modèles où c'est plus simple et d'autres où c'est plus compliqué. D'accord. Et puis en plus, en français, on complexifie les choses puisqu'on a l'écriture cursive, on a les majuscules, alors que dans beaucoup de pays, on se contente du script. Donc voilà, donc une difficulté supplémentaire pour nos petits élèves. Caroline, comment est-ce qu'on fait pour devenir graphothérapeute ? Alors, pour être graphothérapeute, il faut suivre une formation. Souvent, c'est des écoles privées. Voilà, une formation de plusieurs mois. Et on passe un examen à la fin. Donc, on est certifié. Par contre, on n'a pas de diplôme d'État. Oui, c'est une certification. On est reconnu, on est reconnu d'utilité publique.
D'accord, ok, très bien. Il existe beaucoup d'écoles de graphothérapeutes. Il existe un nombre conséquent qui est en train d'augmenter de formation de graphothérapie avec des choses variées à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a un tronc. Enfin, comme ce sont des formations qui ne sont pas, on va dire, réglementées, ça peut être assez variable. Le contenu peut être variable. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous avez fait la même école, du coup, toutes les deux? Je ne pense pas. Ok. Et comment vous êtes venue, vous, à la graphothérapie, Caroline? Alors moi, c'est par rapport déjà à mon passé d'écolière. J'étais très bonne en écriture, mais j'étais dyslexique. D'accord. Donc pas facile au niveau de la scolarité. Comme quoi c'est possible. Voilà, c'est possible, ouais. Et puis après, par la suite, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants dans l'animation socioculturelle. Et en tant que responsable de secteur enfance, j'ai pu travailler en lien avec des enseignants et mettre en place des projets justement pour aider les enfants en difficulté au niveau de l'accompagnement à la scolarité. D'accord. Et suite à ça, j'ai fait un bilan de compétences. Et c'est là que j'ai découvert justement ce qu'était la graphothérapie. Parce que au départ, je voulais savoir ce que c'était la graphologie justement. Et en ayant une personne au téléphone, elle m'a expliqué qu'elle était aussi graphothérapeute. J'ai pu la rencontrer. Elle a pu m'expliquer son métier. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Ok. D'accord. Voilà. Très bien. Et toi, Nathalie, comment as-tu fait la graphothérapie? Je travaille depuis plus de 10 ans en animation périscolaire. Et dans ce cadre-là, j'ai également eu affaire à beaucoup d'enfants avec des difficultés, incapables en CM2 de couper un cercle, ou avoir des grosses difficultés d'écriture. Et c'était très frustrant pour moi de pas avoir le temps de les aider parce qu'ils étaient trop nombreux, parce qu'on n'avait pas de temps. Et mon fils, dans le même temps, a suivi une graphothérapie pour des difficultés d'écriture et ça a été une vraie révélation. Entre cette frustration, cette rencontre avec ce métier, j'ai sauté le pas pour me former en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Caroline, qui peut faire appel à vous? Du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc les enfants, mais aussi les adultes. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là, s'il te plaît? Alors, on va dire, au niveau du cabinet, je reçois plutôt 90%, c'est soit des enfants, soit des adolescents. D'accord. Des adultes, ça arrive parfois. Alors par exemple, là j'ai eu un monsieur qui devait préparer, qui faisait une reconversion professionnelle et devait préparer un concours. Donc il s'est aperçu qu'au niveau de son écriture, au niveau de la vitesse, ça n'allait pas. D'accord. Donc, il a demandé à faire des séances. On a fait 3 séances et en 3 séances... il a gagné en vitesse. Il a pu passer son concours dans les temps impartis et était très content de sa rééducation. D'accord, ok, très bien. Et Nathalie, toi, tu as en consultation aussi bien des enfants que des adultes? Alors, principalement enfants et c'est à peu près les mêmes proportions. On a principalement des enfants donc à l'école primaire, on a des enfants au collège et parfois quelques ados plus grands qui, les perspectives d'un examen, le bac par exemple, ou alors plus grand, un concours fait que ça se passe encore à l'écrit. Et parfois, ils l'ont lâché depuis un petit moment et il y a besoin d'un petit coup de pouce pour remettre ça en place, pour être en capacité d'être lisible. Quand à quelques mois du bac, on vous dit c'est gentil, mais on n'arrivera pas à lire ta copie. L'avantage qu'on a avec ces jeunes-là, c'est que souvent, ils sont super motivés, super impliqués dans la rééducation et que du coup, effectivement, ça va très vite. Et oui, parce qu'il y a un but derrière. Oui, tout à fait. Ok. Donc, j'imagine que ce sont les parents qui vous contactent et c'est quoi le déclic chez les parents? Alors là, tu nous disais, Nathalie, que ça peut être un examen et les professeurs soulignent l'illisibilité de l'écriture. Mais chez les enfants plus jeunes, quand il n'y a pas d'examen, qu'est-ce que c'est qui peut être le déclic? Alors pour moi, le déclic, si vous avez un enfant qui se plaint, qui a des douleurs, qui a une gêne dans le bras, dans la main, ou alors qui
tous les 3 mots s'arrêtent et puis secoue le bras, voilà, là on a un petit marqueur. Un enfant qui a sans arrêt des remarques, manque de soins, on a l'impression que c'est un cahier de brouillon, des choses comme ça, ou alors qui n'arrive pas à écrire tout ce qu'il devrait, qui a une écriture trop lente. Qui forme ses lettres un peu bizarrement, ou alors qui est effectivement difficilement lisible. Un enfant aussi qui va être dans l'obligation de choisir entre écrire ses mots correctement, avec la bonne orthographe, ou écrire. Ah, ouais. Par exemple, un enfant qui, si vous êtes en train de faire les mots de dictée à la maison, est capable de vous les épeler et tout est toujours tout juste, puis chaque fois qu'il y a dictée, c'est la catastrophe. Ça peut être un petit déclic pour se dire la double tâche, là c'est compliqué. Et puis et ça, voilà, c'est vraiment des points qui peuvent alerter. D'accord. Voilà. Et du coup, à partir de quel âge ça peut se détecter, ça ? Alors, la dysgraphie, si on parle de ce terme-là, elle n'est pas détectée avant, normalement, 1 année et demie, 2 ans d'apprentissage, parce qu'il faut quand même le temps que ça se mette en place. D'accord, donc on parle de quoi, là, comme du coup, stade? On parle c'est 8 ans à peu près, quoi. Ok. Là, à partir de ce moment-là, on peut être plus sûr qu'il y a un vrai souci. Mais rien que des gènes, déjà, ça peut être intéressant de venir voir quelqu'un, même avant, pour pouvoir aider à du coup, débloquer simplement des situations parfois. Voilà, et puis prendre tout de suite le bon geste, j'imagine aussi. Oui, et puis ça permet aussi... moi, je sais que j'ai pu recevoir des enfants de CP. Et par exemple, j'en ai reçu un qui avait une difficulté... je me suis aperçu en faisant des tests, parce que quand on est graphothérapeute, on fait un bilan, et dans ce bilan, il y a des tests autour de la latéralité. D'accord. Et on s'est aperçu qu'il était complètement gaucher, alors que l'enseignante lui disait de tenir son stylo de la main droite. Ah oui. Donc, souvent, un petit peu droitiers avant, contrariés, on peut quand même réussir aussi à les aider par rapport à ça. D'accord, ok. Alors, Nathalie, tu as parlé tout à l'heure de dysgraphie. Oui. Alors, est-ce que, justement, il y a des troubles associés à ces difficultés d'écriture ? On voit tous les profils. Hein. Ça, on va avoir des enfants qui ont des bilans, qui nous disent que avec un haut potentiel, avec un trouble de l'hyperactivité, de l'attention, on peut avoir de la dyslexie, de la dysorthographie, voilà, c'est de la dyspraxie également. Donc la dyspraxie, c'est les difficultés avec les gestes. On a de tout. Malheureusement, ça peut ne pas être que cantonné à l'écriture. D'accord, ok. Alors, tu as parlé de dysorthographie et de dysgraphie. Est-ce que l'une des deux peut expliquer la différence ? Dysorthographie, c'est plus lié Alors, la dysorthographie, ça va souvent avec... C'est l'incapacité à avoir une orthographe correcte. C'est des enfants qui peuvent écrire un même mot de 3 orthographes différentes dans la même page, à 2 mots de différence. Et la dysgraphie, c'est vraiment une difficulté sur l'écriture manuscrite qui va être déficiente. D'accord. Alors, la dysgraphie, ça peut... Moi, je vais développer. Ça peut être par rapport au niveau de l'écriture, on remarque des ratures. On remarque, c'est pareil, hein, on observe et on voit que l'enfant tient très mal son stylo ou a une très mauvaise posture, c'est-à-dire que, par exemple, il pose pas les pieds au sol. Voilà, des choses comme ça. D'accord, donc ça aussi c'est important, même la posture de l'enfant. La posture, l'écriture. Eh ben, c'est ce que disait Nathalie, hein, l'histoire de la double tâche. Voilà, il est obligé de se fixer sur son écriture. Du coup, il y a certaines choses qui passent à côté. L'écriture est lisible, ou le geste est trop rapide, ça arrive aussi, ou trop lent. Il oublie des signes de ponctuation. Il fait des sauts de lignes. Il tient pas les lignes. Il oublie des lettres. Et puis, il y a surtout, il y en a pas mal qui ont des douleurs dans la main et dans les doigts parce qu'ils tiennent vraiment très mal leur crayon.
Donc, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on pourrait vous envoyer plein de monde parce que voilà, ça regroupe de nombreux champs, de nombreuses difficultés. Et aujourd'hui, enfin, pour avoir été enseignante, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans cette problématique-là et qui pourraient donc avoir une scolarité plus aisée en faisant des séances de graphothérapie. Ne serait-ce qu'au niveau d'une classe, on s'aperçoit que voilà, sur 28 élèves, il y en a peut-être 4 ou 5 qui tiennent bien le crayon. Ouais. Et le reste, ils savent pas le tenir. Il suffirait juste de quelques petites séances. Déjà, ça pourrait déjà les faire avancer au niveau de la posture et du stylo. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Caroline, c'est tout à fait vrai. Alors, je disais que j'avais été enseignante, mais et c'est Nathalie qui le disait tout à l'heure, c'est vrai que les enseignants ne sont pas formés, même à la tenue du stylo. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure que l'enfant doit être installé correctement, avoir une position correcte sur la chaise pour pouvoir bien écrire. Ben, ça, c'est pareil. Hein. Donc, il y a aussi un travail à faire en amont au niveau de la formation des enseignants. Alors, du coup, ça me permet de vous poser une autre question sur les professionnels qui gravitent justement autour de tout ce qui est rééducation. Est-ce que vous travaillez en collaboration du coup avec d'autres professionnels comme je sais pas les orthophonistes ou d'autres professions qui peuvent suivre les enfants dans leurs difficultés d'apprentissage? Déjà avec les psychomotriciens, tout ce qui est latéralité. Alors psychomotriciens, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'ils font normalement comme c'est par rapport au corps, à la latéralité. Ils font des exercices pour aider justement l'enfant à s'y retrouver au niveau de son corps, parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment des grosses difficultés, comme je sais pas nouer mes lacets, j'ai des difficultés pour monter les marches, je tombe régulièrement, des choses comme ça. Donc vous travaillez tant que ça n'a pas été travaillé avant, on ne peut pas le prendre en séance. D'accord, ok. Voilà, donc il y a un travail à faire en amont qui est souvent fait donc par le psychomotricien. Voilà, c'est pareil. On travaille aussi autour des émotions, beaucoup les enfants qui auraient des difficultés, par exemple, à perdre un jeu de société. Basiquement, voilà, c'est des choses qui peuvent être vues dans des séances de psychomotricité autour de la sphère émotionnelle également. D'accord, ok. Après, on peut avoir aussi, on a aussi un lien avec des orthoptistes. Alors, orthoptiste, c'est une rééducation au niveau de la vue. Parce qu'il y a des enfants, parfois, qui ont un œil qui est plus faible que l'autre, ou qui n'arrivent pas à diriger leurs yeux de droite à gauche, ou des choses comme ça. Et ça, forcément, ça gêne. Et ça gêne à la fois pour la lecture, à la fois pour l'écriture. D'accord. Ok, très bien, mais c'est passionnant. Ok. Du coup, là, on a fait un bon balayage général. On sait de quoi nous allons parler. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième pause musicale. Et puis après, on rentrera vraiment au cœur de vos métiers pour découvrir comment vous procédez, quelle approche vous proposez aux enfants et aux parents pour améliorer leur écriture et donc leur scolarité. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. Restez bien sur le 92.1. À tout de suite. De retour dans Parenthèse parentale, je reçois donc aujourd'hui 2 graphothérapeutes. On a donc parlé un petit peu de la raison d'être de votre profession et de ce que vous mettez déjà en place pour les enfants. Donc, on a bien compris que la graphothérapie, c'était la rééducation du geste d'écriture. Mais une question, mesdames, parce qu'en fait, on écrit de moins en moins. Et j'ai quelques témoignages de mamans qui me disent que, quand les enfants rentrent de l'école, ils ne comprennent même pas pourquoi ils doivent écrire alors qu'ils peuvent le faire avec leur clavier. Donc, pourquoi est-ce qu'on est encore obligé d'écrire, Nathalie ? Parce que c'est structurant pour le cerveau, en fait. L'écriture, c'est un geste qui nécessite un apprentissage, comme apprendre à faire du vélo.
Ok. Et c'est un apprentissage qui est particulièrement complexe et qui va créer dans notre cerveau, à ce moment-là, au moment où on apprend à écrire et à lire, tout un réseau au sein du cerveau qui touche à la fois la vision, on en parlait tout à l'heure, juste avant la pause, qui va nous servir à former nos lettres, à corriger la direction, à corriger l'orthographe au fur et à mesure qu'on écrit. Ça met en avant aussi l'audition, parce qu'on peut entendre son stylo qui est en train d'écrire, gratter sur le papier. On entend la maîtresse qui est en train justement de nous dicter les mots qu'on doit écrire, ou le professeur pour qui on va prendre des notes, en fait. Ça touche aussi le sens du toucher. Avec on sent notre crayon dans notre main, on sent la main qui glisse sur le papier, la manière dont on appuie sur son crayon. Et puis, ça va mettre en place toute notre capacité à créer un geste précis qui est à l'origine de la formation de nos lettres. Et donc, en écrivant, il y a beaucoup de zones qui sont activées dans notre cerveau qui vont aider à la mémorisation. Cette mémoire du geste va aider à la mémorisation tout court de ce qu'on est en train d'apprendre. Et l'écran va pas permettre ce genre de choses. Eh oui. Ça ne touche pas les mêmes zones et donc pas la même chose. D'accord. Donc il faut écrire pour que notre cerveau se développe bien, c'est ça ? Tout à fait. Résumé. Tout à fait. Ok. Alors les enfants qui utilisent très tôt un clavier pour écrire, est-ce qu'ils rencontrent du coup plus de problèmes d'écriture et de lecture, puisque les deux ont l'air d'être liés, que les enfants qui manipulent un stylo, Caroline ? Eh ben, disons que les enfants, ils passent à côté de certaines choses. C'est-à-dire, quand on est sur un clavier, on appuie sur une touche. Et comme disait Nathalie, quand on écrit, il y a le geste, il y a le toucher, on fait travailler plusieurs sens. D'accord. Et on arrive plus facilement à mémoriser. Et sur le clavier, tout ce qui est informatique, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça peut tomber en panne. Alors que quand on écrit, généralement... Sauf si on se casse cassé la main. Mais généralement, on peut écrire très facilement, à tout moment. D'accord. Donc en fait, le geste d'écriture va développer en fait des connexions cérébrales qui se font pas tout simplement avec le clavier, c'est ça ? Oui, puis quand on écrit, il y a un temps en même temps, on réfléchit. On réfléchit, oui. On mémorise, on réfléchit, et au niveau de l'esprit critique aussi, c'est important d'écrire au niveau de la main, manuscritement. D'accord, ok. On a aussi les enfants qui seraient très jeunes sur des tablettes vont avoir tendance à moins manipuler. Moins de pâte à modeler, moins de jeux de manipulation, et du coup on peut avoir des enfants qui ont un déficit au niveau de la motricité fine des doigts, et ça c'est très important dans la tenue du stylo et dans la manière dont on va pouvoir conduire son stylo ensuite. Et donc, on peut avoir des enfants qui vont avoir plus de difficultés à mobiliser leur stylo pour écrire. Ok, alors c'est une question en effet que je souhaitais vous poser, oui. Est-ce qu'il y a vraiment davantage à apprendre l'écriture manuscrite, et qu'est-ce qu'on perdrait du coup si elle disparaissait ? Alors, le problème de l'écriture au clavier, on vient de le dire, c'est qu'on n'a pas le mouvement de frappe, n'a rien à voir avec la lettre qui s'affiche à l'écran. Exact. Ouais. Et donc, si on apprend à écrire uniquement avec un clavier, on va pas créer cette mémoire du geste. Et cette mémoire-là, elle est vraiment importante pour la bonne reconnaissance des lettres, c'est-à-dire notre capacité à les lire. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'aurait appris qu'à écrire au clavier n'aura plus les mêmes capacités de relire une écriture manuscrite. Donc, le prof qui écrit au tableau, ça va peut-être ressembler plus à des hiéroglyphes qu'à quelque chose qui est lisible. Pareil pour tous les documents écrits à la main. Si jamais il voulait un jour travailler avec des archives, ça risque d'être compliqué. D'accord, et oui, parce que sur l'ordinateur, on utilise les lettres en script, alors que
à l'école, on va faire écrire avec les lettres en cursif. Donc la difficulté de reconnaître ou de faire la distinction entre les deux ou de les associer au contraire devient compliqué pour l'enfant qui n'utiliserait que le clavier. Ok. Alors, Nathalie, tu parlais tout à l'heure du lien entre écriture et lecture. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux ce lien? C'est vraiment intimement lié, en fait. Il y a de nombreuses recherches qui montrent que la lecture va s'améliorer quand un enfant apprend à tracer les lettres en les écrivant. D'accord. L'écriture des lettres, elle facilite la mémoire des correspondances entre ce qu'on appelle les phonèmes. Donc le phonème, c'est le son que fait la lettre, enfin voilà, le son, et le graphème, donc la manière dont c'est écrit. Si par exemple on prend le phonème O, on va avoir comme graphème en face la lettre O, mais aussi AU et EAU. Et donc le fait de le tracer va permettre une meilleure mémorisation et un meilleur assemblage du phonème et du graphème qui sont indispensables pour apprendre à lire. D'accord. Passionnant. Et elle aide également à distinguer les lettres miroirs. Le B, le D, le P, le Q, le fait de les tracer va permettre vraiment une meilleure distinction, une meilleure mémorisation dans ces cas-là. D'accord, ok. Donc c'est pour ça en fait que l'enseignement de l'écriture, enfin l'écriture telle qu'on l'entend, et de la lecture se font en même temps. Hein, voilà, les deux sont concomitants. Et il y a eu un temps autour de 2014 où les États-Unis et puis la Finlande aussi avaient arrêté l'obligation d'écrire à la main. Donc, eux écrivent pas forcément en cursive, mais l'écriture à la main l'enseignement avait été stoppé. Ils sont revenus dessus depuis parce qu'ils s'aperçoivent que c'est primordial en fait. D'accord. Et pareil, au niveau des universités, ils se sont aperçus que les étudiants qui prenaient les notes à la main mémorisaient mieux et ça se passait mieux. Donc, on revient un petit peu à un équilibre entre clavier et écriture manuscrite. Et est-ce que vous, dans l'exercice de votre métier, vous vous rendez compte que ce geste d'écriture est moins bon aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez vraiment à l'identifier par rapport à l'utilisation des claviers ou pas? Je sais, c'est difficile à dire si c'est moins bon, parce qu'en plus nous on a un biais, on reçoit quand même des enfants qui ont des difficultés, donc globalement pouvoir définir, savoir si ça vient compliqué. De ça ou pas. Après, effectivement, ils ne développent pas la même chose au niveau de la motricité. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, un enfant qui manipulerait pas du tout, pas forcément lié au clavier, mais voilà, on peut avoir des difficultés à ce niveau-là. Je sais pas ce que... Alors moi, je rejoins là-dessus. Et c'est vrai qu'au niveau du cabinet, on travaille beaucoup la pince au niveau des doigts. Et en discutant avec des professionnels au niveau de tout ce qui est activité physique, ils se sont aperçus que les enfants avaient beaucoup perdu en quelques années au niveau de leur capacité physique, au niveau du corps. D'accord. Voilà, un enfant, on va dire, de CM2 il y a 10 ans, si on le retrouve maintenant, il aura peut-être le niveau d'un CE2 au niveau des apprentissages, au niveau du corps, corporelle. Et donc ça se retrouve au niveau de la dextérité aussi, de l'agilité des mains. Ok, d'accord, très bien. Oui, alors après, il y a peut-être plein d'explications à ça, le manque de nature, les enfants qui sortent moins, qui jouent moins en extérieur. Donc... Alors on a encore la chance d'avoir en maternelle beaucoup d'ateliers autour de la motricité fine quand même. Oui, c'est vrai, avec la pâte à modeler, ils font de la pâte à sel, ils font encore plein de choses différentes. Beaucoup de choses. Mais encore une fois, le corps enseignant n'est pas forcément formé à cet apprentissage de l'écriture. Tu le disais tout à l'heure, il y a plein d'autres choses qui ont été développées, peut-être au détriment de l'écriture et ça a des répercussions après pour la scolarité. Ok. Eh bien, merci. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'âge, on va dire idéal pour la rééducation. Je me souviens, moi, avoir eu en classe de CP des enfants qui avaient vraiment un maniement très malaisé du stylo. Est-ce qu'il faut les laisser quand même expérimenter cette difficulté?
pour qu'ils prennent conscience justement du geste de leur difficulté d'écriture, ou bien il faut anticiper et envisager tout de suite, dès l'entrée au CP, une rééducation? Ça dépend des enfants, je dirais. Il y a effectivement parfois, ça demande un tout petit peu plus de temps pour maturer, pour arriver à quelque chose qui soit aisé. Donc, est-ce qu'on stigmatise tout de suite l'enfant en parlant de difficultés alors que juste, il faut un petit peu plus de temps? C'est toujours un peu compliqué. Après, on peut intervenir avec des enfants petits où on va travailler beaucoup de la motricité fine, des choses qui sont faites à l'école maternelle, mais où on va les avoir juste nous à deux pendant un temps précis où ils seront en tête à tête et où du coup on peut avancer sur des choses qui sont parfois un peu délicates pour eux. D'accord, ok. Il faut combien de séances à peu près pour que l'écriture soit plus facile, plus fluide, plus agréable aussi? Alors c'est très variable suivant la difficulté de l'enfant, son investissement, parce que c'est très important qu'il s'investisse dans sa rééducation. Il y a une vraie volonté aussi de sa part. Ouais. Et qu'on travaille vraiment sur la confiance, l'estime de soi. Et généralement, il faut compter au moins une dizaine de séances en moyenne. D'accord. Quand ça se passe bien. Ok. Il y a un bon investissement, que ça progresse régulièrement. Ok. Alors du coup, on va parler de vos séances. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quelles activités vous proposez? Parce que j'imagine que vous faites pas écrire l'enfant pendant toute la séance. Expliquez-moi un petit peu ce que vous mettez en place. Comment ça se passe? Enfin, j'imagine qu'il y a un bilan de départ et puis ensuite, les séances se décomposent avec diverses activités. On va effectivement faire un bilan pendant lequel ce sera un point d'étape en fait de l'écriture de l'enfant, voir à quoi elle ressemble à ce jour et voir quelles difficultés sont liées. Et puis ensuite, on va avoir des séances qui seront entièrement personnalisées. Donc autour des difficultés et de l'enfant ou de l'adulte, peu importe. Et concernant les enfants, la priorité, ça va être que ce soit ludique. Donc tout ce qu'on fait va être transformé en jeu. Alors par exemple, on va pouvoir travailler par exemple autour de la tenue et de la posture, comme on disait tout à l'heure, la tenue du crayon, et donc on va transformer ça en des petits jeux de doigts, des petits jeux en donnant des petits noms rigolos pour faire des exercices sans que ce soit marqué exercice, travail. D'accord, donc c'est plus des exercices sur la gestuelle en fait, des doigts, des mains, c'est ça? On aura ça pour gagner en mobilité, par exemple des doigts autour du crayon. On peut avoir aussi des exercices autour de la détente du geste où on va travailler avec des grands mouvements. On peut avoir, ça va nous permettre de gagner en fluidité dans l'écriture. On va pouvoir travailler la forme des lettres en repassant par des formes de base, la boucle, le rond, etc. Et puis du coup on fera des dessins rigolos, on fera plein de choses pour que ce soit sympa, quoi. D'accord. Alors, parce que l'essentiel, je pense que c'est dédramatiser et puis que l'enfant reprenne confiance. Voilà. Oui, pardon. Oui, je voulais rajouter quelque chose par rapport au bilan. Donc, on reçoit aussi les parents, c'est très important parce qu'ils connaissent bien leur enfant. Bien sûr. Et on travaille sur l'anamnèse, c'est-à-dire de la grossesse de la maman jusqu'à l'instant présent, sur l'histoire de l'enfant. D'accord. Parce que ça nous permet de connaître mieux sa personnalité, de savoir où il y a des freins, où il s'est passé des petites difficultés dans sa vie. D'accord. Comment il a eu ses difficultés par rapport à l'écriture, etc. Et puis, dans les séances, il y a souvent un moment où on échange avec l'enfant, un moment de relaxation. Et D'accord. puis, comme Nathalie, on travaille de façon très, très ludique. Très ludique. Ok, très très bien.
Ok, alors Nathalie, je t'ai entendu parler à plusieurs reprises d'émotions. Je crois que dans ton accompagnement, tu as, alors je sais pas, tu as fait un mixte des deux, donc la gestion des émotions et puis la rééducation de l'écriture. Est-ce que tu peux nous expliquer cet autre pan de ton activité? Alors, c'est 2 activités qui peuvent être complètement séparées, c'est-à-dire que je reçois des gens pour de la régulation émotionnelle que je ne reçois pas pour l'écriture, mais bien entendu, quand un enfant a des difficultés, on l'a vu déjà, on l'a déjà dit plusieurs fois que ça posait souvent des difficultés émotionnelles à l'enfant, hein, une perte d'estime de soi. Bien sûr que dans ces cas-là, c'est 2 activités que je vais mixer, c'est des outils que je vais utiliser en rééducation également. Ok, et donc ces outils-là de régulation émotionnelle, tu peux les utiliser aussi bien avec les enfants que les adultes. Hein? Tout à fait. D'accord, Oui. ok. Et justement, qu'est-ce que tu utilises pour venir à bout de cette hypersensibilité émotionnelle, si on peut en venir à bout, ou des angoisses ou du stress? Quels sont tes outils? Alors déjà, c'est pas une fatalité, c'est déjà la bonne nouvelle. Et c'est pas obligatoire de vivre douloureusement l'intégralité de ses émotions. Donc pareil pour le stress, pareil pour les angoisses. Donc on va faire l'outil utilisé s'appelle la régulation émotionnelle, et c'est comme si cet outil permettait simplement de remettre à bon niveau les émotions et nos réactions surtout qui vont avec. Et donc on va voir en séance une situation qui est problématique, et puis on verra ensemble comment remettre à niveau cette difficulté. Ok, alors on va prendre un exemple du coup. On va prendre un exemple parce que Nathalie, il me semble bien que c'était ta première émission de radio. Tout à fait. Avec un petit peu de stress, j'imagine. Comment tu as géré ça alors avec la régulation émotionnelle? Alors déjà depuis que j'ai appris que j'allais être obligée de passer, mais que j'ai appris que j'allais être interviewée à la radio. Non, c'était une gentille invitation. Tout à fait. Vous imaginez bien dans quel état ça m'a mis, hein, vous voyez ce que ça peut faire chez vous. Voilà, pareil pour les autres, hein, ça marche aussi. Et donc ce que je fais, c'est que ça se passe dans le corps. Chaque fois que une émotion, en fait, c'est un message que va nous envoyer notre corps. Et donc habituellement, ce message, on a tendance, surtout quand c'est désagréable, à le mettre de côté. On va aller, je sais pas, respirer un grand coup. On va aller, tiens, aujourd'hui, je vais aller courir, hein, on met à distance cette émotion. Et la solution pour calmer le jeu, ça va plutôt être de regarder ce qui se passe dans notre corps et de laisser faire pour remettre à niveau, et donc faire en sorte que l'alarme qui s'allume dans notre cerveau quand la situation arrive puisse s'éteindre. D'accord, ça veut dire juste écouter en fait, accepter cette émotion, sentir comment elle nous traverse, comment on la vit, et puis voilà, l'accepter et ça finit par passer. Tout à fait. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, je vais tester ça dès aujourd'hui. Quand je suis arrivée, par exemple, tout à l'heure, j'ai senti, quand on s'est installé, là, que j'avais un peu les mains moites, que c'était légèrement tremblotant. Vous avez peut-être rien remarqué, mais j'ai fait une régulation émotionnelle. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai fermé les yeux, j'ai regardé ce qui se passait en moi, j'ai laissé évoluer et voilà. Et maintenant, je suis capable de parler dans le micro. Alors je veux une consultation, s'il te plaît, Nathalie. Non, mais c'est très important de savoir que voilà cette technique existe. Je pense qu'il faut un petit peu d'entraînement malgré tout. Parce que accepter, ça peut être très dérangeant aussi d'être quand j'imagine la colère par exemple. La colère qui est une émotion un peu culpabilisante aussi. Accepter de dire oui, je suis en colère et puis sentir comment on la vit, tout ça. Des fois, on a vite envie de s'en détacher, donc c'est pas si évident que ça. Et plus on va s'en détacher, plus elle va revenir la fois d'après. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois que une situation analogue va se présenter, on va réagir à nouveau comme on le fait à chaque fois, avec cette colère qui va remonter. Et la régulation émotionnelle va permettre de simplement écouter ce message
que le corps envoie pour pouvoir, on l'écoute jusqu'au bout et puis ensuite, notre réaction à nous va être différente. D'accord. Donc ça permettra de poser les choses plus facilement. On va changer de point de vue par rapport à cette situation. Ok. Et alors concrètement, une séance de régulation émotionnelle, ça se passe comment ? On vient te voir pourquoi justement ? Pour une situation particulière. Pour une situation particulière. Qui a posé une difficulté et on va revivre ensemble cette situation particulière avec des mots. J'accompagne avec des mots à faire en sorte que vous puissiez revivre cette situation et puis je vais vous accompagner à ressentir des sensations physiques et à faire en sorte que ces sensations s'apaisent et éteindre cette alarme que nous envoie le cerveau quand ça va pas. Et refaire à nouveau jouer cette scène qui a été pénible avec ta technique du coup ? Tout à fait. C'est ça, ok. Après, la solution, entre autres pour les hypersensibles, qui vont avoir tendance à avoir beaucoup de situations pénibles, ça va être d'apprendre à le faire soi-même. Et du coup, chaque fois que une situation va se présenter, ensuite on est en capacité de s'auto-gérer tout seul et de digérer cette émotion tout seul, tranquille. D'accord, ok. Il faudrait mettre des cours de régulation émotionnelle à l'école ça peut être pas mal. Oui, parce que c'est vrai que ces sacrées émotions nous causent parfois quelques soucis. Et savoir les vivre sereinement, ça peut être en effet très bénéfique. Ok, oh là là, le temps file, il nous reste peu de temps, on arrive au terme de cette émission. Avant de se quitter, on va quand même donner des infos pratiques aux auditeurs. Caroline, comment on fait pour te contacter ? Tu as un cabinet ? Alors, où est-ce que tu exerces ? Alors j'exerce à Aix-les-Bains, 20 rue Édouard Colonne. D'accord. Et puis, j'ai aussi un numéro de téléphone, et puis un site Facebook, j'ai un site web aussi. Ok, donc on te trouve, c'est quoi la dénomination de ton Alors, mon site web, c'est www.caro-graphothérapeute.fr. Ok. Et puis, pour le Facebook, c'est Grapho Caro. Graphe au carreau, d'accord. Simplement. Okay. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 34 98 29 90. Merci Caroline pour ces précisions. Nathalie, à ton tour. Alors moi, je reçois à Ruffieux, en Chautagne, au nord du lac, juste à côté de la Croix-Rouge, pour ceux qui chercheraient ensuite. Donc c'est au cœur du village de Ruffieux. Et pour la régulation émotionnelle, ça peut aussi se passer en visio. On n'est pas forcément obligé de se déplacer. Voilà. Donc à distance aussi, tu peux le faire à distance. En visio, ça fonctionne également. Oui. D'accord. Ok. Pour un premier rendez-vous, parfois c'est plus sympa de l'avoir fait une fois, plus près, on va dire, mais ça fonctionne très bien en visio, il n'y a aucun souci. D'accord. Ensuite, j'ai également un site internet, donc écriture, émotion, toutattaché.com. Et puis les actualités sur Instagram et sur Facebook, toujours écriture, émotion. Voilà pour moi. Ok, très bien. Et sur l'appli également autour des parents. Ah, tu es aussi sur l'appli autour des parents. Ok, oui, on Moi a aussi. déjà... Et Caroline aussi. Oui, on a déjà parlé de cette application merveilleuse sur les ondes de Radio Grand Lac. Ok, est-ce que vous avez des événements particuliers là? Il paraît qu'il y a un super salon là, au mois de novembre. Ah bon? De quoi parles-tu, Caroline? Salon de la parentalité avec 80 exposants. Ouais, vous êtes toutes les deux sur le salon, sur Parenthousiaste. Oui, alors en effet, on va faire, on en reparlera aux auditeurs, mais il y a le salon de la parentalité Parenthousiaste, donc qui aura lieu au mois de novembre, les 6 et 7 novembre, au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Donc, comme le disait Caroline, on est 80 exposants, 30 conférences, des ateliers.
Voilà, donc plein de nouveautés, de choses à découvrir pour les parents. Voilà, donc il faudra venir nombreux découvrir tous ces professionnels qui peuvent vous aider sur votre chemin de parents. Très bien, et ben écoutez, merci beaucoup mesdames, c'était passionnant. Hein. Voilà, on connaît maintenant un métier de plus, même si ça fait combien maintenant 50 ans, presque 60 que ça existe. Mais je crois que malgré tout, c'est un métier qui est méconnu. Souvent, les parents ont tendance à aller vers l'orthophoniste ou, comme le disait Caroline en début d'émission, le psychomotricien ou peut-être l'ergothérapeute aussi. Mais voilà, on ne pense pas au graphothérapeute. Et c'est aussi le but du salon de la parentalité, c'est de mettre en lumière ces professionnels donc, qui sont sur notre territoire et qui voilà, ont une vraie expertise pour accompagner les enfants ou aider les parents dans des problématiques particulières. Donc voilà, c'était une chouette émission, nous faire découvrir votre métier et puis d'avoir entendu la passion qui vous traversait en parlant. Donc merci à vous pour avoir accepté l'invitation. Donc on arrive au bout de l'émission, mais je voulais quand même apporter quelques précisions. Donc nous on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, une thématique mystère. Donc, suivez les publications Facebook de Radio Grand Lac pour découvrir de quoi il va s'agir. Et puis donc, soyez à l'écoute de Parenthèse Parentale le 20 octobre pour savoir qui seront mes invités. Et puis, bien sûr, petit rappel que... Voilà, j'en ai déjà parlé au début de l'émission, mais petit rappel avant de se quitter... Précipitez-vous au Salon du chocolat et des gourmandises ce week-end. C'est un événement Radio Grand Lac à ne louper sous aucun prétexte. J'y serai, je me ferai une joie de vous accueillir puisque je serai à l'accueil. Donc voilà, on sera obligé de se voir du coup. Et puis restez à l'antenne parce que dans 30 minutes, c'est... l'heure du kiff, donc à 18h30, l'heure du kiff animée par Hugo Magnien. Et on se demande bien ce qu'il va nous réserver. Donc voilà, je vous dis à dans 15 jours. Merci encore à mes invités. Merci Nathalie. Merci. Merci Caroline. Merci Isabelle. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de votre vie de famille et à dans 15 jours.